Merci.
Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé « Optimiser votre offre de services pour accroître vos ventes ». Ce webinaire fait partie d'une série de 7 présentés par l'Association de restauration du Québec en collaboration avec le Centre d'expertise de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. La réalisation de ces webinaires n'aurait pu être possible sans le soutien financier du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je suis Lélia Robert, chargée de projet à l'ITHQ et j'ai le plaisir de vous présenter Vincent Arsenault qui vous aidera au cours des 2 prochaines heures à optimiser votre offre pour accroître vos ventes durant cette période de pandémie et de déconfinement. Vincent? Oups. Bonjour, ça va bien? Excusez-moi, on vient de partir ça. Merci beaucoup, Léla, pour ta présentation. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour discuter et vous accompagner dans une réflexion sur l'adaptation de votre modèle d'affaires dans la foulée de réouverture des établissements de restauration qui vient de se faire il y a quelques jours. Pour votre information, donc, je suis professeur à l'ITHQ au niveau collégial en gestion de la restauration depuis maintenant 8 ans. J'enseigne dans le programme de gestion d'un établissement de restauration, entre autres des cours en gestion des ressources humaines, en gestion de la performance en restauration en lieu. Je suis également restaurateur depuis 1995, donc depuis 25 ans. J'ai été tantôt franchisé et restaurateur indépendant depuis 15 ans. J'ai maintenant 3 établissements opérant sous les noms de Tomate Basilic et La Goulée. Et je suis aussi propriétaire d'une cuisine de production pour desservir mes établissements et aussi pour de la vente en épicerie sous la marque Tomate Basilic. Il y a de ça très longtemps, j'ai fait aussi ma formation à l'Université du Québec en administration des affaires avec l'option gestion des ressources humaines. Donc, voilà pour les présentations. Petit rappel sur l'objectif du webinaire. En fait, les participants se préparent à la réouverture de leur établissement. L'atelier a pour but de les accompagner dans une réflexion qui va permettre à chacun de prendre des décisions stratégiques pour adapter son modèle d'affaires selon ses ressources financières et humaines et matérielles. Donc, je fais un bref rappel du contenu de notre prochaine heure et demie ensemble. Donc, nous allons débuter, entre autres, avec la connaissance de la structure de coût de votre établissement pour prendre des bonnes décisions. Donc, je pense qu'il est important de bien connaître notre structure de coût pour comprendre les impacts des décisions que l'on va prendre éventuellement pour pouvoir diversifier notre modèle d'affaires. Ensuite, nous allons voir un peu les impacts du nouvel environnement sur notre établissement. La nouvelle réalité, les normes que vous connaissez probablement ont des impacts sur nos résultats, sur les coûts reliés à l'ouverture de nos établissements. Donc, je parle entre autres des normes de la CNESST et de la santé publique qui sont en vigueur depuis 2 semaines pour la réouverture de nos établissements. Enfin, on va voir également les différentes options pour adapter votre modèle d'affaires. Je pense que vous en connaissez plusieurs, vous avez vu plusieurs restaurateurs mettre en place certains éléments. Moi, je vais vouloir peut-être regarder un peu les avantages, les inconvénients, les impacts et les coûts de chacune de ces possibilités-là. Nous allons également voir l'importance de la complémentarité des offres de services. Donc, on ne cherche pas à compliquer, à développer des nouvelles offres complètement indépendantes. On vise une complémentarité pour ajouter des revenus avec le moins d'impact possible sur nos coûts. Ensuite, nous allons regarder les leviers de la performance qui vont nous permettre d'avoir du succès dans ce changement de modèle. Donc, qu'est-ce qui va contribuer au succès de mes adaptations? Et enfin, on va regarder rapidement la mise en œuvre du modèle adopté, donc dépendamment de la décision que vous pourriez prendre sur les modèles que vous pourriez adopter, comment les mettre en place, comment suivre les résultats et vous assurer d'atteindre les objectifs que vous souhaitiez. Donc, si vous avez des questions, je vous permets de les poser tout au long de la présentation. Même, je pense que ça pourrait être intéressant de rendre ça un peu plus interactif, je dirais. Donc, moi, j'ai l'habitude d'être dans une classe devant des étudiants. Donc, je vous sens loin. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la rencontre. On va faire un suivi
puis on va me transmettre les questions au fur et à mesure. Si jamais il y a des questions qui sont d'ordre un peu plus précises ou plus personnelles, on pourra peut-être les traiter vers la fin. On a prévu une période à cet effet à la fin du webinaire. D'ailleurs, je vais céder la parole à Leila afin de bien expliquer le volet technique de ce webinaire. Donc, pour poser les questions, vous pouvez, avec votre souris, aller soit au bas ou en haut de l'écran et vous allez voir l'outil de Q&R si votre Zoom est en français ou Q&A si vous êtes en anglais. Donc, questions-réponses, questions and answers. Il y a le chat ou le converser aussi que vous pouvez utiliser. Ensuite, tout au long de la présentation, il va y avoir des petits sondages et des questions interactives auxquelles vous pourrez répondre et Vincent va faire le commentaire des réponses par la suite. Et sachez qu'un PDF de la présentation, donc du PowerPoint d'aujourd'hui, va être déposé dans votre compte au même lien où vous êtes allé vous connecter pour pouvoir faire le webinaire. Donc, Vincent, c'est ça. Si je ne me trompe pas, on part aux premières questions. Oui. Donc, on va débuter les questions interactives que je vous demanderai de répondre. Ça va nous permettre d'avoir un peu une meilleure représentation de qui vous êtes, puis comment on pourra orienter un peu la présentation de cet après-midi aussi. Juste bien noter que dans ce premier sondage, il y a 5 questions, donc assurez-vous vraiment d'aller jusqu'en bas. Donc voilà, on vous laisse le temps de répondre. OK, donc je peux peut-être déjà commencer à commenter les résultats qui commencent à rentrer. Là, on est presque tout le monde a déjà répondu. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir la proportion de franchisés et d'indépendants. Donc, on comprend que la structure organisationnelle d'un restaurant indépendant versus un restaurant franchisé n'est pas la même. Comme indépendant, on doit porter plusieurs chapeaux. C'est pas possible d'être excellent dans tout, donc il faut bien s'entourer, etc. Alors que dans une structure franchisée, peut-être qu'on a accès à plus de connaissances ou plus de gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc, ça, il faut en tenir compte également, indépendamment. En même temps, ça représente bien ce que l'on retrouve au Québec, là, donc une grande proportion de restauration indépendante par rapport aux franchisés, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs dans le reste du Canada. Donc, la représentation est intéressante de ce côté-là. Donc, quel type de service vous offrez? Donc, il y avait des choix qui étaient multiples. Donc, certains d'entre vous, vous avez déjà un modèle diversifié probablement. Ça vous a sans doute déjà aidé à passer à travers la période que l'on a vécue lors du confinement, etc. Comment envisagez-vous les 3 prochains mois pour votre entreprise? Donc, je suis très confiant à 21 % Je suis assez confiant de pouvoir passer à travers la crise à 46 % Certains d'entre vous ne sont pas très confiants, puis il y en a qui ne sont pas encore en mesure. Puis je pense que c'est normal qu'on ne soit pas encore en mesure de le faire. En même temps, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est un bon indice de votre niveau de confiance. Certains avancent que 30 à 40 % des restaurants risquent de fermer
suite à cette période-là. Je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que ça, on verra. Si on s'adapte bien, je pense qu'il y a quand même des belles opportunités disponibles sur le marché actuellement. Il faut juste les prendre. Ensuite de ça, je vous posais comme question, est-ce que vous connaissez le seuil de rentabilité pour votre établissement? Mais je suis très content de voir que 64 des gens le connaissent. Donc, pour moi, tout restaurateur devrait avoir cette information. C'est un peu le fil sur lequel on marche actuellement entre la rentabilité et la non-rentabilité. Donc, pour moi, c'est un élément qui est important. Puis c'est pour ça qu'on va faire le premier point, on va revenir sur certains éléments par rapport à ça, entre autres. Est-ce que vous connaissez donc la moyenne de facture pour votre établissement? Donc, encore une fois, très content de voir que 82 des gens connaissent la moyenne de facture. Pour moi, encore une fois, le restaurateur devrait avoir cette information. Ça nous permet de suivre de façon très efficace aussi ce que l'on contrôle au niveau des ventes. Ne pas connaître la moyenne de facture, puis s'imaginer qu'une augmentation des ventes va générer nécessairement une augmentation des coûts variables dans notre entreprise, mais c'est un peu le danger lorsqu'on ne connaît pas bien notre moyenne de facture. Donc, si nos ventes augmentent à cause que notre moyenne de facture vient d'augmenter, bien, ça peut être une excellente nouvelle parce que ça ne prend pas nécessairement plus de personnel pour pouvoir aller chercher cette moyenne supplémentaire-là. Donc, c'était un peu les questions que j'avais pour vous. Donc, très intéressant, ça part bien. Donc, voilà, ça met la table pour la suite. Alors, je vous propose de débuter immédiatement avec la présentation. Donc, pour moi, la connaissance de la structure de coûts de votre établissement pour prendre des bonnes décisions. Donc, si on veut prendre des bonnes décisions, savoir est-ce que je devrais rajouter des services dans mon entreprise, lesquels je devrais choisir, etc. Donc, il faut se poser cette question-là, c'est-à-dire dans quelle position financière était votre établissement avant la COVID. Donc, si vous étiez en difficulté, il faut être conscient que ça va être très difficile de pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas impossible, mais ça va demeurer quand même difficile. C'est probablement aussi le moment de réévaluer toute votre structure de coûts. Donc, c'est souvent une bonne période pour pouvoir se poser la question de savoir est-ce que chacune des dépenses qui sont faites présentement dans mon établissement sont justifiées et sont non seulement justifiées, mais à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Par la suite, il faut se poser aussi comme question, est-ce que vous êtes en mesure d'absorber une baisse de revenus à court terme? On en a subi une grosse durant un certain temps, mais il ne faut pas s'imaginer que parce que l'on va réouvrir nos établissements, on n'aura pas une baisse de revenus. Il y a une baisse de revenus à court terme, c'est évident. Le nombre de places réduites, entre autres, le temps de faire connaître mes nouvelles offres, etc. Ce n'est pas parce que je vais ouvrir un comptoir demain pour emporter que nécessairement tout le monde va le savoir. Donc, il y a quand même une période où on risque d'absorber une baisse de revenus à court terme. Est-ce que votre structure de coûts peut être améliorée? Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, il faut se questionner sur chacune des dépenses. Est-ce que je suis efficace dans mes opérations? Est-ce que je vais chercher le maximum de productivité que je peux avoir? Et est-ce que peut-être il y a des programmes d'aide auxquels j'ai droit que je devrais peut-être accéder pour pouvoir diminuer un peu cette structure de coûts-là, en tout cas pour au moins quelques mois, le temps de mettre tout ça en place? Enfin, est-ce que vous avez encore un peu de liquidité pour mettre en place une stratégie afin d'adapter votre modèle d'affaires? Mais je veux dire, peu importe ce que l'on va vouloir mettre en place, il y a des coûts qui sont reliés à ces nouvelles stratégies-là. Donc, les coûts, entre autres, des plateformes technologiques, les nouvelles normes de sécurité que l'on doit subir en restauration, le coût de mise en place, le marketing qui sera relié à tout ça. Donc, il faut quand même avoir un peu de liquidité pour pouvoir bien faire les choses. Bon, excusez-moi, j'ai un petit problème ici. OK. Donc, je vous présente un exemple de structure de coûts avant COVID. Donc, un établissement de restauration typique avec un chiffre d'affaires de 660 000 un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on retrouve au Québec actuellement. On pourrait penser que c'est plus que ça, mais c'est aux alentours de ça. Donc, avec une structure de vente de 70 30 donc 70 en vente de nourriture et 30 en vente de boissons, pour un total de 660 000. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va on va représenter un peu nos résultats d'une façon différente, où on va isoler d'un côté l'ensemble des frais variables, donc entre autres le coût de nourriture et de boissons à 28 pour 186 000, un coût de main-d'œuvre à 36 pour 235 000, d'autres frais variables, je n'ai pas fait
Donc, on les regroupe ensemble pour 60 000. Donc, des frais variables total de 481 000 qui représentent 73 de nos dépenses. Donc, ce qui va nous donner une marge de contribution suite aux frais variables de 179 000. Donc, nos revenus de 660 000 moins notre 481 000 de frais variables, donc 179 000. Et on va aller isoler par la suite l'ensemble de nos frais fixes de notre état des résultats, c'est-à-dire loyer, les frais d'occupation, les frais d'exploitation, le coût de main-d'œuvre fixe. Vous allez me dire, OK, coût de main-d'œuvre dans les frais fixes, excusez-moi, coût de main-d'œuvre dans les frais fixes, oui, effectivement, je pense qu'il faut quand même savoir qu'il y a une partie de nos coûts de main-d'œuvre qui sont fixes. Donc, d'ouvrir mon restaurant le matin, qu'il y ait un client ou qu'il n'y en ait pas, il y a quand même un frais qui est attribuable à ça. Et deuxièmement, comme propriétaire, il faut se prévoir un salaire, puis peu importe un peu les revenus qui vont rentrer. Donc, j'ai volontairement mis une partie du coût de main-d'œuvre fixe là. Les différents amortissements qui représentent les investissements dans notre entreprise, entre autres les améliorations locatives, les équipements, etc. Donc, on a des frais fixes dans ce cas-ci de 149 000 pour générer un bénéfice de 30 000 qui représente 5 5 c'est pas mal la norme actuellement. C'est même peut-être un petit peu au-dessus de la norme présentement. Donc, oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant de générer seulement 30 000 sur un chiffre d'affaires de 660 000, mais c'est pas mal ce que réalise actuellement l'ensemble de l'industrie de la restauration au Québec. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font pire. Donc, en présentant nos résultats de cette façon-là, ça va nous permettre d'aller valider notre seuil de rentabilité. Donc, notre seuil de rentabilité ici est à 549 385. Donc, comment je vais aller chercher cette information-là? C'est bien simple, c'est le total des frais fixes en dollars divisé par ma marge de contribution suite aux frais variables en pourcentage. Donc, 549 000, qui peut représenter des ventes mensuelles de 45 782. Donc, si j'ai une moyenne, par exemple, de facture de 25 dans mon établissement, mon seuil de rentabilité serait de 21 975 clients ou 423 clients par semaine. Donc, pour moi, c'est une information qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir prendre des décisions efficaces et bien éclairées et qui vont nous sortir un peu de l'émotivité dans laquelle on se trouve présentement, à savoir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je devrais pousser plus loin, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir gagnant. Donc, je reviens un peu sur ce que je viens de mentionner. Le seuil de rentabilité, c'est les frais fixes en dollars divisés par la marge de contribution suite aux frais variables en pourcentage. Donc, dans notre exemple, 149 000 divisé par 27 pour des ventes de 549 385. Donc, la bonne nouvelle de cet établissement-là, c'est qu'il génère présentement davantage de revenus que son seuil de rentabilité. C'est pourquoi il fait un profit de 30 Connaître sa structure de coût aussi pour se donner des objectifs, ça peut être intéressant. Donc, si vous souhaitez faire un profit de 60 000 dans cette structure de coût, vous devez faire des ventes de 770 614. Donc, le volume de vente qui va générer un profit de 60 000 sera les frais fixes, auxquels j'ajoute, excusez-moi, la profitabilité que je recherche, divisé par ma marge de contribution suite aux frais variables en pourcentage. Quelles sont les opportunités actuellement? Donc, premièrement, il y a des opportunités, entre autres, au niveau de la subvention sur la masse salariale pour améliorer la marge de contribution. Donc, la première flèche vous indique le coût de main-d'œuvre qui représente 36 % ici. Il y a une possibilité d'aller chercher, de récupérer 75 % de ces dépenses-là durant une certaine période. Puis là, je ne suis pas l'expert à savoir toutes les conditions dans lesquelles on peut le faire. Puis je pense qu'il y a eu des webinaires qui ont permis de mes collègues qui ont permis un peu de démystifier certains éléments par rapport à ça. D'ailleurs, l'Association des restaurateurs du Québec en a fait un également aussi. Donc, c'est une possibilité que l'on a, donc de récupérer 75 % des dépenses en salaire, entre autres pour la période de mars, avril, mai, juin, puis on parle même d'un prolongement juillet, août. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour pouvoir venir réduire notre seuil de rentabilité.
Autre élément qui est intéressant aussi, qui n'est pas à dédaigner, c'est la subvention sur le loyer pour diminuer les frais fixes. Donc, il y a la possibilité de payer 25 du loyer pour mai, juin, juillet. Donc, le gouvernement va subventionner le propriétaire à la hauteur de 50 de ce loyer-là. Donc, ce sont des opportunités qui existent. Je le sais aussi que plusieurs propriétaires n'ont pas voulu nécessairement embarquer dans ce programme-là, mais ça vaut peut-être la peine d'insister pour aller chercher ça. Puis, lorsqu'on connaît bien nos chiffres, on a peut-être aussi les arguments pour pouvoir aller débattre avec notre propriétaire par rapport à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un peu l'exercice suivant. Donc, j'ai repris ma structure de coûts, mais je l'ai présentée de façon mensuelle avant la subvention. Donc, mon 30 000 de profitabilité donnait une profitabilité mensuelle de 2 433 $, donc le 4 donc un seuil de rentabilité de 45 000 par mois pour 1 840 clients. Donc, que va devenir ma structure de coûts mensuelle après subvention? Bien, je suis allé modifier mon coût de main-d'œuvre comme si j'avais été en mesure d'aller chercher la subvention totale pour ce mois-là. Et je suis allé chercher également la subvention pour les frais fixes au niveau du loyer, ce qui faisait en sorte que j'étais en mesure d'abaisser mon seuil de rentabilité à 18 364 $. Donc, le mois avant COVID, je devais rentrer 1 840 clients pour pouvoir espérer arriver à une profitabilité à 0. Là, je suis rendu maintenant à 735. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même pour une période assez courte, mais ça peut nous permettre de mettre en place des choses et de repartir, puis de peut-être aller récupérer un peu ce que l'on n'aurait pas été en mesure d'avoir précédemment. Petite information intéressante aussi, puis je le rajoute dans ce que je vous dis. Ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que dans notre structure de coûts en restauration, notre coût de nourriture, notre coût de main-d'œuvre et notre coût de boisson vont représenter parfois jusqu'à 70 de nos dépenses. Donc, si on contrôle bien ces trois éléments-là dans notre structure de coûts, mais on contrôle quand même 70 des dépenses de notre établissement. Donc, c'est vrai que c'est important d'aller s'assurer de payer le bon prix avec notre fournisseur de téléphone, mais c'est quand même pas là qu'on va aller chercher les plus gros gains. Donc, c'est important de se concentrer sur les gros éléments de notre structure de coûts, c'est-à-dire le coût de nourriture, notre coût de boisson et notre coût de main-d'œuvre. Autre élément également que je vous rajoute comme information, on a une structure à 70-30 %. Donc, avant la COVID, cet établissement-là vendait pour 30 % de ses revenus en alcool. Lorsqu'on va s'en aller vers d'autres modèles, comme le prêt-à-manger, le comptoir pour emporter, la livraison, etc., la proportion d'alcool va certainement diminuer. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre structure de coûts? Bien, en remplaçant des ventes de boissons par des ventes de nourriture, clairement, notre coût de main-d'œuvre devrait augmenter un peu parce que ça nécessite beaucoup plus de coûts transformés de la nourriture que l'alcool. Donc, il faudra en tenir compte également dans notre réflexion. Donc, j'aimerais peut-être déjà savoir s'il y a des questions des gens qui se sont manifestés par rapport à cette première partie-là. Donc, pour moi, c'est très important qu'on puisse bien comprendre notre structure de coûts pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et je veux être certain que tout le monde a bien compris là où je les amène. Donc, est-ce qu'il y avait des questions qui ont ressorti? Oui, en effet, on a eu 3 questions. Donc, pour la première, est-ce que le coût de main-d'œuvre comprend les salaires, administration et gestion? Et est-ce qu'on peut séparer les serveurs et les employés en cuisine? Oui, bien, définitivement. Moi, j'ai regroupé l'ensemble des coûts de main-d'œuvre ensemble. Puis peut-être que dans les coûts de main-d'œuvre fixes, il y a une partie des coûts de main-d'œuvre administratifs. Donc, notre gestionnaire, on va le payer, peu importe le nombre de clients qu'on va avoir dans notre établissement, probablement. Donc, il serait peut-être dans les frais fixes. Puis, dans mon coût de main-d'œuvre, au niveau des frais variables, moi, j'ai mis tout le monde ensemble, mais effectivement, on pourrait les séparer, puis effectivement, voir un peu l'impact de chacun de ces départements-là. Bien entendu, souvent, dans un établissement de restauration, le coût de main-d'œuvre associé à la cuisine va être plus élevé parce que ça prend peut-être un peu, bien, pas nécessairement toujours, mais régulièrement, ça va prendre plus de masse salariale en cuisine qu'en service. Donc, mais moi, je les ai jumelés ensemble. Il n'y aurait aucun problème à les diviser, effectivement.
OK, on a une autre question aussi. Est-ce que les pourcentages, donc la répartition des coûts avec les pourcentages qui sont indiqués, c'est ce qu'on devrait retrouver normalement là, dans notre structure financière? Okay. Mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de me coller le plus près possible de ce qui existe, la moyenne qui existe. Puis, ce que je dirais par rapport à la moyenne, bien, la moyenne, ça demeure une moyenne. Une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux, puis il y a des gens qui font beaucoup moins bien. Moi, je trouve que c'est un indice de là où on devrait à peu près se retrouver, puis à la limite viser à améliorer ces pourcentages-là. Donc, j'ai essayé de me fier un peu à la moyenne qu'on retrouve dans l'industrie au Québec, là, à peu près. OK. Par rapport à la première question, la participante a renchéri avec une autre question. Donc, ouais. C'est quoi à peu près la moyenne, le pourcentage de personnel en cuisine versus serveur? Mais pour Il y a moi, un ratio à faire. oui, c'est un peu difficile pour moi de le mentionner dans le sens que je vais vous donner un exemple bien concret. À partir du moment où la proportion du comptoir pour emporter prend de l'ampleur, la nécessité du personnel en cuisine est plus grande par rapport à la nécessité du personnel en service. Donc, c'est un pourcentage qui va aller beaucoup avec le modèle d'entreprise que l'on a. Donc, si, par exemple, j'ai juste la salle à manger, bien, je vais peut-être avoir un pourcentage cuisine et services un peu plus équilibrés, mais dès que je vais m'en aller vers quelque chose où il y a moins de services à la clientèle ou de services directs, plus la proportion ne sera pas la même. Donc, je ne peux pas faire un modèle qui représente l'ensemble de l'industrie. Ça dépend vraiment de l'offre que l'on a. OK. Puis une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait être intégré aussi dans les autres frais variables? OK, bien, tous les autres frais là, qui sont reliés à la vente de mes produits. Donc, par exemple, les produits nettoyants que je vais utiliser pour pouvoir faire mes ventes, tous les accessoires, la serviette de table, etc. Donc, c'est en lien avec le volume de vente que je vais avoir. Donc, plus j'ai de volume de vente, plus ces frais-là risquent d'augmenter. Donc, c'est les autres frais qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de ça. Donc, il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que ce frais-là varie en fonction d'achalandage? Oui, mais il va là. Est-ce que c'est un frais qui est fixe? C'est-à-dire, est-ce que mon contrat de Vidéotron pour mon Internet, peu importe le nombre de clients que je vais avoir, ne changera pas? Oui, effectivement. Donc, on s'en va vers les frais fixes dans ce cas-ci. Donc, je ne sais pas si ça répond bien aux questions. Il n'y a pas d'autres choses qui ressortent. Parfait. N'hésitez pas si jamais il y a d'autres éléments qui reviennent par la suite, ça va me faire plaisir. Donc, si on poursuit, donc le deuxième élément qu'on voulait discuter ensemble, donc c'est l'impact du nouvel environnement sur notre établissement. Donc, il faut réfléchir un peu sur l'impact que les nouvelles conditions d'ouverture vont nous apporter. Donc, premièrement, une diminution de la capacité des restaurants. Donc, la salle à manger, elle va voir sa capacité diminuer suite au respect de la distanciation de 2 mètres, à moins d'investir. Donc, il y a toujours cette possibilité-là de garder notre capacité en investissant pour pouvoir assurer cette protection-là, soit avec les plexis, etc. Tout ça. Donc, ça, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'informations qui ont circulé pour bien expliquer c'est quoi la règle par rapport à ça. Donc, ça, c'est un choix que l'on doit faire comme restaurateur individuellement. Donc, à partir de ce moment-là, si j'ai une baisse de ma capacité, comment je peux redonner cette capacité dans ce nouveau contexte-là? Donc, notre objectif comme restaurateur, c'est d'aller retrouver cette capacité-là. Ensuite de ça, on va avoir une augmentation des coûts d'opération, donc le frais des respects des règles de sécurité, en temps, en produits, etc. Donc, il y a des nouveaux coûts qui viennent de se rajouter à cette nouvelle réalité-là. Je donne un exemple des frais de formation pour le rappel de nos employés. Donc, il va falloir vraiment changer un peu nos habitudes. Il y a des coûts qui sont associés à ça. Une baisse de productivité aussi qui va être reliée à ces nouvelles procédures-là. Donc, par exemple, la gestion du nettoyage des tables en salle à manger, quoi que c'était fait avant, nécessite un peu plus de temps. Donc, on perd un petit peu de productivité. Donc, il y a des coûts d'opération. Aussi, excusez-moi, il y a la modification de l'expérience client. Donc, l'expérience client va être modifiée. Est-ce que mon client va être au rendez-vous? Est-ce qu'il va vouloir rentrer dans ma salle à manger dans ce nouveau contexte-là? Donc, ça demeure aussi un impact important. Donc,
on sera en mesure de peut-être le mesurer dans les prochaines semaines, lorsqu'on pourra peut-être faire un sondage auprès de la restauration et se dire, bien, OK, c'est quoi le taux d'occupation actuellement de vos établissements par rapport à ce qu'il était précédemment? Mais clairement, je pense qu'on voit un mouvement qui se fait graduellement. Donc, il y a quand même un impact de ce côté-là. Il va y avoir également des impacts au niveau du changement du comportement et des habitudes de la clientèle. Donc, le client, il veut consommer davantage chez lui. On l'a vu également. Il veut continuer à vivre des expériences culinaires quand même. Donc, il est prêt à consommer notre produit, mais il veut peut-être les consommer de façon différente. Il veut qu'on se rende à lui aussi. Donc, il y a comme un changement sur le fait qu'on les attend pour les accueillir dans nos établissements. Peut-être qu'il faudra faire en sorte qu'on se rapproche d'eux un peu. Il y a également les effets du ralentissement économique sur le dollar restauration. Donc, avant longtemps, il va y avoir des répercussions économiques. Peut-être qu'on les a moins senties actuellement parce qu'il y a quand même beaucoup d'aide gouvernementale qui permet à tout le monde de garder un peu leur rythme. Est-ce que le dollar restauration de la clientèle sera toujours aussi élevé qu'il était auparavant? Est-ce que les gens vont consommer autant de restauration? Ça demeure un impact qu'il faudra suivre de près. Ensuite, autre impact, la perte de repères sur les prévisions d'achalandage et des besoins. Donc, la performance financière d'un établissement de restauration, c'est cette capacité-là à prévoir ce qui va se passer demain ou après-demain pour s'assurer d'avoir le bon nombre de ressources, les bonnes ressources, donc en nourriture, en personnel, etc. Donc, imaginez-vous que cette perte de repères-là, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, va avoir des impacts définitivement économiques sur notre entreprise. Il y a aussi des opportunités. Donc, il y a des opportunités de nouveaux marchés. Puis comment moi, je vais être en mesure d'y accéder, comment je vais être en mesure d'être au-devant des gens pour pouvoir en profiter. Donc, comment assurer le volume de vente dans un tel contexte? Donc, comment on peut s'assurer maintenant de conserver nos ventes parce qu'on vient de voir qu'on a besoin de ces revenus-là pour pouvoir atteindre notre seuil de rentabilité. Donc, il existe il faut adapter notre modèle d'affaires. Donc, comment on peut adapter notre modèle d'affaires? Mais comment on peut peut-être créer des nouvelles places dans notre établissement qui ne sont pas physiques. Donc, est-ce que c'est de la restauration virtuelle? Est-ce que ça passe par le web? Est-ce que ça passe par un comptoir pour emporter, par du prêt-à-manger, par de la livraison à domicile, etc.? Donc, ce que l'on veut, c'est de conserver la même équipe, la même structure pour pouvoir desservir la même capacité. Donc, il faut réussir à regagner cette capacité-là qu'on avait au niveau de nos revenus. Donc, à chacun sa solution. Donc, est-ce que je m'en vais faire le prêt-à-manger? Est-ce que je me mets à faire de la livraison? Est-ce que je me mets à faire du traiteur? Est-ce que je me mets à faire du comptoir pour emporter, etc.? Bien, moi, je vous dirais qu'il faut demeurer le plus près de ce qui vous caractérise déjà, donc comme entreprise. Donc, il faut que vous demeuriez dans votre créneau. Donc, je veux dire, si vous êtes bon dans quelque chose en particulier, bien, il faut rester là-dedans. Il faut juste profiter de l'occasion pour dire, bien, non seulement je peux vous l'offrir en salle à manger, mais je peux vous l'offrir ailleurs. Utilisez vos forces au niveau des produits. Donc, c'est le temps de mettre vos produits les plus intéressants disponibles vers d'autres offres. Vos forces au niveau du service, donc la qualité de votre service. Votre réseau, vous avez des médias sociaux qui performent énormément, mais il faut utiliser ces médias sociaux-là pour pouvoir faire connaître notre nouvelle offre. Il faut se rappeler aussi que chaque option a sa structure de coût. C'est les ventes, c'est le mélange de ces ventes-là qui va venir créer votre nouvelle structure de coût. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le prêt-à-manger, on l'a mentionné tantôt, j'ai peut-être un peu moins de coûts reliés au service. Donc, ça va peut-être venir assouplir un peu mes coûts de main-d'œuvre. Donc, il faut que j'en tienne compte. Donc, c'est de faire des choix en fonction de ces différentes structures-là. Il faut bien connaître notre structure financière. Je pense que j'ai insisté au départ par rapport à ça. Favoriser également la complémentarité des offres de services. Donc, il faut générer complémentarité au niveau de l'achalandage. Donc, si ce que je crée vient rajouter des gens dans les moments où j'étais déjà très achalandé, bien, je veux dire, c'est pas là que je vais avoir les meilleurs gains. Donc, il faut que je trouve
les options qui vont venir générer de l'achalandage dans des moments où j'en ai vraiment de besoin. Donc, il faut que ça soit complémentaire au niveau de l'achalandage. Il faut que ça soit complémentaire au niveau du temps de consommation. Est-ce que c'est quelque chose qui se consomme à n'importe quelle heure du jour? Est-ce que c'est quelque chose qui se consomme le midi, de 6 à 8, etc.? Donc, il faut être en mesure de faire en sorte que l'ensemble de nos offres de services viennent s'étaler le plus possible à l'intérieur des différentes journées que nous sommes ouverts. On va voir un peu un graphique qui va bien représenter ça. Il faut également adapter notre modèle d'affaires afin de créer une croissance des ventes tout en contrôlant notre structure de coûts. Et il faut chercher à stabiliser notre volume afin d'optimiser chacune des journées d'opération. Donc, plus le volume est stable, plus je suis en mesure de bien planifier mes besoins également. Donc, il y a deux façons d'augmenter nos ventes, puis vous allez peut-être dire, OK, c'est quand même assez évident, mais je pense que c'est bon qu'on se le remémore un peu. Donc, premièrement, ça passe par une augmentation de l'achalandage, du nombre de clients servis. Puis, il y a plusieurs façons de pouvoir augmenter l'achalandage et le nombre de clients servis. C'est d'augmenter la fréquence des visites des clients. Donc, celui qui venait une fois par semaine vient peut-être 2 fois, excusez-moi. Acquérir des nouveaux clients, ce qui est plus difficile, ce qui va être plus coûteux, mais ça demeure quand même une façon d'augmenter l'achalandage. Améliorer le taux de rotation des sièges, donc doubler les services en période achalandée ou chercher à doubler ces périodes-là et rediriger les surplus clients pour conserver les ventes vers d'autres offres que l'on pourrait avoir. Donc, j'ai des surplus, par exemple, en salle à manger, mais comment je peux travailler pour les amener dans une autre offre de service. Puis, je comprends que ça ne peut pas se faire de façon systématique, mais il faut essayer de trouver une façon de pouvoir le faire. L'autre moyen, c'est d'augmenter notre moyenne de facture. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si vous connaissiez bien votre moyenne de facture, le panier client, en fait. Là. Donc, comment? Bien, premièrement, en augmentant les prix au menu. C'est une façon de faire pour pouvoir augmenter notre moyenne de facture. Faire de la vente suggestive, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Donc, plus notre équipe va être en mesure de vendre ce que l'on a ou qu'on leur donne des outils de vente, ils vont être en mesure d'augmenter notre moyenne de facture. Offrir des ventes complémentaires, donc offrir des choses qui vont pouvoir aller en complément et développer des offres en forfait pour faire en sorte que le panier grossisse. Par rapport à des ventes complémentaires, bien, comment je peux faire en sorte que mon client qui est en salle à manger puisse repartir avec un prêt-à-manger à la fin de sa visite chez nous. Bien, pour moi, c'est une vente complémentaire qui va venir augmenter la moyenne de facture et je n'ai pas eu à rajouter de personnel, je n'ai pas eu à changer grand-chose dans mes opérations à part que de mettre mes produits disponibles aux clients. Autre petit rappel sur le comportement du coût de main-d'œuvre. Donc, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler continuellement. C'est qu'un coût de main-d'œuvre, ce n'est pas un frais variable parfait. C'est un coût qui est par palier. Donc, c'est important de le considérer comme celui-là. J'ai identifié 2 endroits sur cette courbe-là où il faudrait tenter de se situer le plus possible. Donc, si on regarde le graphique, dans ce contexte-là, le nombre de clients entre 0 et 50 clients nécessite à peu près le même coût de main-d'œuvre. On pourrait, par exemple, dire qu'en cuisine, pour faire 0 à 50 clients, c'est à peu près le même nombre de personnes, etc., qui va être nécessaire. Donc, c'est à peu près le même coût attribuable à ces ventes-là. Donc, où je veux me situer? Je veux me situer le plus possible vers le 50. Donc, c'est là que je vais avoir mon maximum de productivité. À partir du moment où j'augmente mon volume à 75 clients, bien là, je tombe vers une nouvelle structure qui nécessite environ, dans ce cas-ci, dans cet exemple-là, 3 000 $ de dépenses en main-d'œuvre. Donc, à partir du moment où j'atteins mon 75, comme restaurateur, mon objectif, ça devrait être de m'amener à 100 le plus rapidement possible, puisqu'à 100, je suis au même coût de main-d'œuvre et c'est clair que je vais avoir un bénéfice qui sera plus grand à ce moment-là. Donc, à partir du moment où on comprend bien ça, si ma capacité de salle est à 25, puis que je suis capable de générer 25 autres clients dans cette journée-là ailleurs, mais je suis en train de travailler sur une même structure de coûts pour générer probablement plus de profit au bout de la ligne. Donc, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Donc, plus on est en mesure de bien connaître le nombre de clients qu'on va servir à chacune des journées, plus on va être en mesure de cibler ce que l'on aurait besoin pour atteindre la fin de ces plateaux-là.
Donc, c'est pour ça que, par exemple, on pourrait être en mesure, en combinant des ventes. Donc, j'ai mis un exemple où, par exemple, un établissement de restauration ferait de la livraison, de la salle à manger et du pour emporter. Donc, lorsque l'on combine, donc, la courbe rouge représente la livraison, la courbe bleue représenterait les ventes pour emporter et la courbe grise représenterait la salle à manger. On peut voir que, dépendamment de la journée, les ventes ne se comportent pas de la même façon. C'est la combinaison de ces trois éléments-là qui va générer des ventes totales. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on est capable de faire des plateaux de besoins. Donc, ça veut dire que dans cet exemple-ci, la combinaison de ces trois départements-là va générer des ventes entre 100 et 150 clients le lundi, le mardi et le mercredi, ce qui va nous permettre d'avoir un seul besoin à peu près. Donc, la même équipe, le même nombre de personnes serait nécessaire pour pouvoir aller générer ces ventes-là. Si je les prenais séparément, mais probablement que je me retrouverais avec une plus faible rentabilité. C'est la combinaison de ces trois-là qui m'amène à améliorer ma productivité. Et je pourrais avoir une deuxième zone de besoin qui serait par exemple du jeudi au dimanche, où la combinaison de ces trois départements-là nécessite à peu près le même nombre de personnes pour pouvoir générer ces ventes-là. Donc, c'est la réflexion que je dois avoir pour, dans la diversification, excusez-moi, de l'offre de services que je dois élaborer. Donc, quelles sont les différentes options que j'ai pour moi? Bien, vous les connaissez. Est-ce que je m'en vais vers le virtuel, vers le web? Est-ce que je m'en vais vers mon restaurant physique? Est-ce que je mets du prêt à manger dans mon restaurant, dans mon établissement de restauration? Est-ce que je passe par le web? Ça peut être une combinaison des deux, mais j'essaie de multiplier les différentes offres, tout en demeurant, comme on l'a dit tantôt, dans notre expertise, dans notre champ de spécialité, vers nos forces, etc. Donc, on fait des choix de quelle façon? Bien, on doit faire nos choix en fonction de l'analyse coût-bénéfice. Donc, il en existe plusieurs. Vous avez certainement été sollicité peut-être par Uber Eats, par YouEat, etc. Peut-être que là, vous n'avez pas été sollicité dernièrement parce qu'eux, ils sont très, très sollicités parce que tout le monde veut s'en aller vers ces plateformes-là. Donc, il en existe une multitude. Ce qui est important, c'est de faire un calcul efficace de l'analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça va me rapporter par rapport à ce que ça va me coûter et est-ce que c'est bénéfique? Quels sont les différents avantages et les inconvénients de chacun? Puis on va les regarder, on va regarder ces avantages et ces inconvénients-là par la suite pour vraiment bien l'analyser. Quels seront les impacts sur nos opérations? Donc, est-ce qu'il y a des impacts particuliers sur nos opérations? Est-ce que le fait de rajouter de la commande en ligne par l'entremise d'Uber Eats, opérationnellement, ça se fait, ça fonctionne? Parce que ça rentre exactement dans les journées où j'ai un besoin d'avoir davantage d'achalandage ou ça arrive juste dans les moments où je suis déjà complètement occupé, puis là, ça me fait passer un palier supplémentaire, puis finalement, il ne me reste rien pour moi parce qu'ils prennent 30 % sur la facture. Donc, c'est important de choisir vraiment en fonction des impacts sur vos opérations. Il faut choisir également en fonction des données disponibles. Donc, certaines plateformes vont nous informer sur le nombre de clients qu'on va avoir eu, on va avoir accès aux adresses courriels, on va avoir accès au nombre de commandes que cette personne-là a fait, qu'est-ce qu'il consomme, etc. Donc, aller vers des plateformes qui vont vous donner le plus de données disponibles pour pouvoir améliorer votre performance par la suite. Il faut choisir également en fonction de la facilité d'utilisation. Donc, ils ne sont pas tous égales de ce côté-là. Il y en a qui sont très conviviales, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Donc, pensez aussi à l'expertise nécessaire pour pouvoir opérer ces plateformes-là. Au niveau de l'autonomie également, donc est-ce que j'entre dans une plateforme où je dois rentrer exactement dans le modèle qui me suggère ou je peux l'adapter à ma façon à moi? Est-ce que je peux choisir les plages dans lesquelles je vais rendre disponibles ces différentes offres-là ou je dois m'en tenir à ce qu'eux veulent exactement? Donc, la flexibilité qu'on va être capable d'aller chercher et également aussi au niveau de la
compatibilité avec votre système de caisse. Donc, si par exemple, ça vous nécessite un système en parallèle pour passer vos commandes en cuisine, ou ça vous nécessite un système en parallèle pour pouvoir facturer votre client, bien, il faut en tenir compte. Donc, il y aura des coûts supplémentaires. Donc, plus on va être en mesure que ça soit compatible avec notre système de caisse, plus les bénéfices vont être intéressants. Je prends une gorgée d'eau, excusez-moi. OK. Qu'est-ce que je devrais choisir par rapport à un intermédiaire versus un système interne? Donc, je m'explique rapidement ce que j'entends par intermédiaire au système interne. Donc, l'intermédiaire, pour moi, c'est vraiment une plateforme sur laquelle je rends mon produit disponible. Et le système interne, c'est je développe ou j'ai une plateforme pour moi, pour pouvoir vendre mon produit sur cette plateforme-là. Donc, en comparaison, l'intermédiaire, pour moi, pourrait ressembler à ce que Uber Eats fait. Donc, Uber Eats, c'est un intermédiaire de vente de repas en livraison ou en prêt-à-manger, excusez-moi, en take-out, mais surtout en livraison. Et un système interne, c'est une plateforme de vente en ligne reliée à mon site web qui me permet de vendre mes produits. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients, autant pour l'un que pour l'autre, et il faut être en mesure de bien mesurer ce qui serait le mieux pour nous. Donc, lorsqu'on passe par un intermédiaire, puis l'intermédiaire pourrait ressembler beaucoup à ce qui se fait au niveau de l'hôtellerie par Booking.com ou Trivago, donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut apporter. Et peut-être que le système interne, c'est le système de réservation d'une chambre d'hôtel par l'entremise du site web. Donc, il y a des coûts qui sont reliés à chacun, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, premièrement, au niveau de l'intermédiaire, le référencement. Donc, les plateformes comme Uber Eats, etc., sont des plateformes qui sont très fortes actuellement sur le web, qui vont nous assurer un certain référencement, donc qui vont nous propulser des clients sur nos plateformes pour pouvoir vendre. Ça nous donne accès aussi à une nouvelle clientèle. Ça nous permet de profiter de la notoriété de la marque Uber ou les autres. Ça nous permet aussi de profiter des autres produits connexes. Souvent, ces plateformes-là vont avoir développé avec la livraison différentes plateformes pour pouvoir assurer la distribution de ces livraisons-là vers des livreurs. Donc, est-ce que je travaille avec mon équipe de livreurs, avec une autre équipe de livreurs? Donc, les autres produits connexes sont disponibles. Ça me permet également de profiter de tout le marketing que ces grandes entreprises-là font sur les ventes de take-out et de livraison. Quelques inconvénients, les coûts sont très élevés. Donc, je vous parlais tantôt d'environ 30 de coûts par transaction pour certains partenaires. Il n'y a pas d'accès aux données et aux habitudes d'achat. Donc, la plateforme conserve les habitudes d'achat de la clientèle. Donc, à la limite, mon client pourrait se voir suggérer un autre établissement de restauration qui est comparable au mien ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas accès aux données. Et c'est une offre qui est standardisée, donc je dois faire en sorte que mon menu ou mon offre rentre à l'intérieur d'un modèle bien précis. En contrepartie, le système interne, bien, on contrôle davantage l'expérience. On va maximiser nos marges parce qu'on n'a pas à donner à un intermédiaire une partie de notre vente. Ça va nous permettre aussi de travailler sur la fidélisation de la clientèle parce qu'on possède l'information de notre client et ça va nous permettre également de protéger notre image de marque. Cependant, on est un parmi une marée de gens qui font du comptoir, de la livraison, etc. Donc, le référencement est plus difficile. Ça met une pression au niveau des ressources internes également parce qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui s'occupe de ces plateformes-là et ça nécessite de prendre en charge les différents autres produits connexes. Donc, l'importance de la complémentarité des offres de services. Écoutez, il faut s'assurer que les différentes offres soient le plus complémentaires possible au niveau du menu, entre autres. Donc, est-ce que
pourquoi commencer à refaire plein d'autres produits à offrir sur d'autres plateformes? Il faut s'en tenir au menu. Donc, le menu demeure au centre des opérations, au cœur de notre établissement. Donc, c'est important que le menu soit exploité au maximum en comptoir pour emporter. Donc, est-ce que les bons produits qui fonctionnent bien en salle à manger pourraient être présentés en prêt à manger, pour emporter, en livraison, etc. Donc, il faut que ça soit complémentaire. Complémentaire au niveau des opérations également, donc ça ne vient pas créer une pression supplémentaire sur nos opérations en cuisine ou en salle à manger. Complémentaire aussi au niveau d'achalandage, on l'a dit. Donc, peut-être que la livraison fonctionnerait bien dans des journées en début de semaine où c'est nécessaire pour moi d'aller chercher davantage de revenus. Donc, pour moi, ce serait un service qui serait complémentaire au niveau de l'achalandage, qui viendrait nous permettre d'aller chercher ces gains de productivité-là. Complémentaire au niveau du produit, complémentaire au niveau des ressources humaines. Donc, j'ai déjà le personnel en place. J'ai juste besoin de changer quelques tâches pour faire en sorte que ça ne change pas grand-chose de rajouter ces éléments-là. Complémentaire aussi au niveau de la technologie. Donc, si j'utilise la même technologie, le même POS pour pouvoir faire l'ensemble de ces ventes-là. Complémentaire au niveau de la productivité. Sortir 3 pizzas un mercredi soir, puis il y en a une qui s'en va en livraison, ça ne change pas grand-chose au niveau de ma productivité, là. Donc, mon personnel est sur place, les produits sont là, etc. Donc, ça vient nous permettre des gains de productivité. Complémentaire aussi au niveau des besoins de la clientèle. Mon client ne consomme pas toujours de la même façon. Peut-être qu'il y a des fois qu'il aimerait ça que ça coûte moins cher. Parfois, il aimerait ça se payer un repas bien assis, bien servi dans notre salle à manger. Donc, une offre qui va venir répondre aux différents besoins que notre client aura. Complémentaire aussi au niveau du marketing. Donc, lorsque je communique à ma clientèle, je suis en mesure de lui offrir l'ensemble des différents produits que je peux faire. Donc, c'est complémentaire au niveau de la communication marketing. Excusez-moi, il est rendu. Donc, quels sont les leviers de la performance qui vont nous permettre d'avoir du succès? Bien, premièrement, une croissance puis une rentabilité avant la période du COVID. Donc, si j'étais déjà dans un modèle où j'étais rentable, si j'étais déjà dans un modèle où je performais bien, bien, j'ai probablement plus de chances de bien performer suite au changement de mon modèle d'affaires. Si, par exemple, je l'ai vu dans le sondage, certains d'entre vous avaient déjà introduit certaines autres offres de services, donc la diversification était déjà présente avant la COVID, c'est clair que ça va nous aider. Notre client nous connaît déjà sous cette formule-là. On a moins besoin de communiquer les nouvelles offres, donc plus on était déjà dans un mode de diversification, plus ça va être facile de pouvoir changer notre modèle d'affaires. Plus on va être en mesure de bien connaître notre structure de coûts également de notre établissement, plus je suis en mesure de savoir l'impact que ça va avoir sur l'ensemble de mes coûts, plus je vais être capable de bien les contrôler, plus je vais être capable de comprendre les effets de ces nouvelles offres-là sur mes coûts de main-d'œuvre, sur mon coût de nourriture, etc. Mais plus je vais être en mesure de prendre des bonnes décisions. Il faut avoir une bonne compréhension aussi de chacune des options au niveau des impacts financiers. Bien entendu, si vous avez une technologie qui est récente et que vous la maîtrisez bien, ça va venir faciliter également la mise en place du nouveau modèle d'affaires. Si, par exemple, votre système de caisse n'est pas compatible avec à peu près n'importe quelle nouvelle plateforme, mais ça vient rendre ça un peu plus compliqué, effectivement. L'engagement et la qualité de mon équipe, c'est clair que ce nouveau modèle d'affaires-là ne dépend pas juste d'une personne, ça dépend vraiment de l'équipe qui est en place. Donc, est-ce que j'ai un niveau d'engagement important de mon équipe? Est-ce que j'ai des gens de qualité? Est-ce que j'ai des gens même qui vont être capables de prendre cette technologie-là en main? Donc, c'est important de le valider. Et la force des médias sociaux et du site web que vous aviez précédemment, parce que ce qu'il faut savoir pour pouvoir diversifier notre nouveau modèle d'affaires, il faut avoir des médias sociaux et un site web bien établi, bien positionné sur la toile, parce que c'est l'outil qui va nous permettre justement de faire connaître ce nouveau modèle d'affaires.
Donc, comment par la suite s'assurer de la mise en œuvre du modèle que nous allons adopter? Bien, premièrement, il faut prendre le temps de s'adapter tranquillement. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de se lancer dans toutes les directions, de vouloir tout faire en même temps. C'est important de bien communiquer notre offre, donc de trouver la façon de rejoindre le plus possible votre client que vous avez actuellement. Puis si vous croyez que vous avez besoin d'aller chercher une nouvelle clientèle, bien, comment je vais être en mesure d'aller communiquer à cette nouvelle clientèle-là? Très important également de bien mesurer les effets. On en a parlé un peu. Si on suit bien nos résultats, on va être en mesure de voir les effets et de mesurer la rentabilité de ces nouvelles dispositions-là. Ajuster en cours de route. Donc, je pourrais, par exemple, découvrir que j'ai ouvert mon réseau de livraison de façon beaucoup trop importante, puis que je dois m'ajuster à la baisse en me disant, bien, ça ne vaut pas la peine de livrer ces 3 journées-là parce que je n'ai pas suffisamment de volume. Donc, je vais restreindre ma livraison sur ces journées-là en particulier parce que j'ai du volume intéressant. Donc, d'ajuster votre offre en cours de route, donc de bien mesurer, mais d'ajuster également. De bonifier celle-ci. Donc, à partir du moment où on voit que quelque chose fonctionne bien, comment je peux bonifier cette offre-là pour faire en sorte que je fidélise mon client, à la limite même que je fais en sorte qu'il va en consommer davantage, donc de bonifier cette offre-là et de bien suivre les différents résultats. Donc, ça fait un peu le tour. J'aimerais ça peut-être valider, à savoir si on a quelques questions qui sont rentrées en cours de route. Leila, est-ce que tu as des questions pour moi? Non, je n'ai pas de nouvelles questions pour l'instant. Mais aux participants, sentez-vous bien à l'aise d'utiliser l'outil chat, converser ou questions-réponses pour poser vos questions à Vincent. OK. Entre-temps, j'aimerais peut-être, est-ce qu'on passe peut-être au test formatif, voir un peu ce que les gens ont retenu de ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, on va vous inviter à répondre à quelques questions là, pour voir un peu s'il y a des éléments que vous avez retenus par rapport à ce qu'on a discuté ensemble. Donc, encore une fois, il y a 4 questions dans le sondage qui va être lancé. Donc, première question, le seuil de rentabilité représente le volume de vente à atteindre pour arriver à un profit à 0 $. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Excellent. Donc, on va donner un peu de temps encore. Donc, on révise ensemble. Donc, la première question que je vous posais, c'est est-ce que le représente le volume de vente à atteindre pour arriver à un profit de 0 $? Effectivement, oui, c'est ce que représente le seuil de rentabilité. Donc, vous avez dit vrai, 58 %. Donc, si je reprends
la façon de le calculer. Donc, on prend l'ensemble de nos frais fixes que l'on divise par la marge de contribution des variables en pourcentage. Donc, ça va nous donner le montant que l'on devrait vendre dans notre établissement avec notre structure de coût. Puis le seuil de rentabilité d'un établissement versus un autre ne sera pas le même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même structure de coût, on n'a pas les mêmes frais fixes, etc. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de déterminer le seuil de rentabilité. Donc, très important de connaître le seuil de rentabilité pour pouvoir déterminer où je me situe actuellement. Est-ce que je suis en mesure, avec une modification de mon concept, en ajoutant des services, d'aller chercher, d'atteindre ce seuil de rentabilité-là? On a vu ensemble aussi que c'était important d'aller voir si on n'était pas en mesure de changer notre structure de coût. Est-ce qu'il y a des programmes gouvernementaux qui pourraient venir nous aider à le faire? Donc, c'est ce que je vous suggère de regarder au départ. Le coût de main-d'œuvre, c'est un frais parfaitement variable. Non, ce n'est pas un frais parfaitement variable, parce que si c'était un frais parfaitement variable, lorsque j'augmenterais ma moyenne de facture, par exemple, je décide d'augmenter mes prix de mon menu, ça nécessiterait d'augmenter le nombre de personnes sur le plancher. Pourquoi? Parce que mes ventes augmentent. Si c'est un frais variable parfait, je vais augmenter le nombre de personnes qui vont travailler dans mon établissement. Alors non, c'est seulement une augmentation de la moyenne de facture. Donc, ce n'est pas un coût qui est parfaitement variable. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que c'est un coût par plateau. Donc, l'objectif d'aller diversifier nos façons de faire, c'est de s'assurer qu'on va aller chercher avec le personnel que l'on a. Donc, prenons un exemple en cuisine. Pour faire 0 ou 25 clients, c'est peut-être la même équipe, mais si j'en fais 10, ça va me coûter le même prix que si j'en avais fait 25. Donc, comment je peux diversifier mon offre pour m'assurer que je vais me rendre jusqu'à 25 et aller chercher ce gain de productivité-là. Donc, c'est le graphique que je vous avais présenté un peu plus tôt, où on voyait vraiment que le coût de main-d'œuvre était sous forme d'escalier. Puis nous, on veut se tenir sur la fin de la marche continuellement. Donc, comment je peux ajouter des services pour aller me rendre sur cette fin de marche-là? Autre question que je vous posais en troisième, il y a deux façons, excusez-moi, j'ai touché à ce que je ne devais pas, il y a deux façons d'augmenter vos ventes, soit l'augmentation de l'achalandage et la réduction de mes coûts de nourriture. Donc, bon, c'est un petit piège, là. Je cherche à augmenter mes ventes, puis pour augmenter mes ventes, il y a juste deux façons de le faire. Donc, la première façon, c'est effectivement d'augmenter l'achalandage, donc de rentrer le plus de monde possible dans mon établissement. Okay? Puis là, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que si j'étais un restaurateur avec place assise, une salle à manger, il faut peut-être que je me mette aujourd'hui dans un mode où de l'achalandage, il en existe sans que les clients rentrent dans mon établissement, salle à manger. Donc, est-ce que je peux augmenter mon achalandage par le web, par la vente en ligne, par le comptoir pour emporter, etc., par le service de livraison? Donc, effectivement, on peut augmenter nos ventes en augmentant l'achalandage. On n'augmentera pas nos ventes, par exemple, avec la réduction des coûts de nourriture. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir réduire notre structure de coûts, mais ça ne génère pas des ventes. Que ça me coûte moins cher en nourriture, ça ne me donne pas plus de ventes. Ça vient améliorer ma rentabilité, probablement, mais ça ne vient pas donner des ventes. La deuxième façon d'augmenter les ventes, c'est d'augmenter la facture moyenne ou le panier client. Donc, comment je peux faire en sorte que pour augmenter mes ventes, ce qui va venir m'aider à atteindre mon seuil de rentabilité, je peux faire en sorte que mon client qui est assis dans ma salle à manger ou qui me connaît comme restaurateur ou qui consomme déjà des produits à moi, pourrait augmenter son panier. Donc, il faut se mettre dans le même contexte où probablement l'épicier s'imagine nous voir rentrer puis il souhaite qu'on remplisse notre panier au maximum pour s'assurer d'être le plus rentable possible. Donc, est-ce que mon client que je connais déjà n'accepterait pas de consommer de temps en temps du prêt-à-manger? Peut-être. Alors, pourquoi pas peut-être lui offrir? Est-ce que mon client qui consomme déjà chez moi serait prêt à payer un peu plus cher pour avoir un produit complémentaire à ce que je suis en train de lui offrir? Peut-être. Donc, il faut chercher à augmenter nos ventes de ces deux façons-là, soit en augmentant l'achalandage ou en s'assurant d'augmenter la facture moyenne ou le panier moyen. Ensuite, l'autre question que je vous posais, la force des médias sociaux n'a aucun impact sur
excusez-moi, la force de mes médias sociaux n'a aucun impact sur le succès de l'adaptation de mon modèle d'affaires, mais vous avez répondu faux à 96 %, puis vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on va se retrouver en réouverture d'établissements de restauration, je ne pense pas qu'on va aller s'acheter plein de panneaux publicitaires sur les autoroutes ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on aura les moyens, tant mieux pour vous, mais les médias sociaux vont jouer un rôle très important. Donc, plus mes médias sociaux sont bien gérés, plus ils sont forts, plus ils sont bien positionnés, plus ma clientèle les utilise, plus je vais être en mesure de leur communiquer mes nouvelles offres, plus mon succès risque d'être intéressant. Donc, c'était les questions que j'avais à vous poser. Je ne sais pas si ces dernières questions-là ont suscité d'autres questions de votre part. Donc, je serais prêt à y répondre si jamais c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions qui sont rentrées. OK. Excellent. Donc, je m'imagine que ça veut dire que c'était quand même assez clair. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Donc, je peux peut-être parler des ateliers post-webinaire pour ceux qui veulent s'inscrire, lancer ce sondage-là. Donc, vous avez la chance de pouvoir rencontrer Vincent en groupe plus privé. Les dates sont la semaine prochaine, si je ne m'abuse, mais je vais vous les présenter tout à l'heure pour peut-être poser des questions qui sont plus pointues à votre entreprise ou autre. Donc, déjà, je vais vous envoyer tout de suite. J'ai une question. Avant de vous lancer le sondage, j'ai une question qui est rentrée. Oui. Alors, donc, pour une restauration standard sans vente pour emporter, quels sont les pourcentages de masse salariale, service et cuisine en général? Ça ressemble un peu à ce que j'ai présenté dans le premier exemple. Puis d'ailleurs, je vous rappelle que vous allez avoir accès d'ailleurs à cette présentation-là, donc vous allez pouvoir vous y référer. Donc, je vous dirais environ 35 %. Dans certains établissements, on va aller jusqu'à 40 %. Donc, entre 35 à 40 % de coûts de main-d'œuvre, surtout dans les contextes dans lesquels on a vécu précédemment la COVID, où on était dans une pénurie de main-d'œuvre, etc. Il y avait eu quand même une hausse substantielle de ces coûts-là. Donc, je vous dirais que c'est aux alentours de ça que vous devriez vous retrouver, incluant les avantages sociaux. Donc, tout le paiement des DAS par l'entreprise sont inclus à l'intérieur de ça. Donc, en plus, la personne surenchérie, est-ce qu'on peut séparer le service et la cuisine, encore une fois, là, de ce modèle-là? OK. Puis, est-ce que la question, c'est à savoir, en fait, si la question, c'est à savoir c'est quoi la proportion service par rapport à la proportion cuisine, je vous dirais que souvent, la cuisine va avoir un coût qui va être à peu près presque le double de ce qui va se retrouver en salle à manger. Donc, en proportion monétaire, je vous dirais. Donc, si par exemple, j'ai une masse salariale de, je ne sais pas moi, aux 15 jours d'environ 25 000 $, il va certainement avoir presque du simple au double entre le service et la cuisine dans ces coûts-là. OK, donc la dame me dit merci. Et même un commentaire d'une autre personne qui trouve le webinaire très intéressant. Donc, je voulais juste te le partager, Vincent. Je sais que merci. Merci, c'est gentil parce que c'est toujours un peu... moi, j'ai l'habitude d'avoir des gens devant moi en classe, etc. Tout ça. Donc, pour moi, c'est une nouvelle expérience que je n'ai pas faite très, très souvent. Fait que je suis content de voir que j'ai réussi à rendre ça intéressant. Tant mieux. J'apprécie le commentaire. Donc, juste avant de poser la prochaine question, je vais juste... les webinaires sont enregistrés. C'est l'ARQ qui va décider de comment ils vont en faire la diffusion. Donc, il faut vraiment voir avec eux pour une réécoute du webinaire. Mais un PDF de la présentation PowerPoint va être disponible pour que vous puissiez reconsulter ce document-là. Donc, Vincent, j'ai d'autres questions. Qui sont par rapport à ça, excuse-moi de couper là, mais peut-être par rapport à ça en plus, là, vous allez dans le dernier questionnaire qu'on va vous poser, on va même vous donner l'opportunité de peut-être
avoir une rencontre avec moi. Là. Donc, profitez-en. Là. Si votre questionnement, c'est de dire il me semble qu'il y a quelque chose que je voudrais pousser un peu plus loin, n'hésitez pas. Là. On va vous donner des dates à laquelle je vais être disponible pour pouvoir le faire. Je peux y aller avec les questions. Excuse-moi de t'avoir coupé. Avec les questions. Donc, une question qui nous dit, pouvez-vous nous dire quels sont les changements de l'offre ou des services que vous avez adaptés dans vos propres entreprises? OK. En fait, moi, j'avais la chance de déjà faire du prêt-à-manger et du comptoir pour emporter. Donc, c'est ce qui m'a vraiment aidé beaucoup durant les fameuses semaines de confinement. Et durant ces périodes-là, on a rajouté le service de livraison. Oui, on a rajouté également un service de prêt-à-manger. Donc, prêt-à-manger où on développait un menu où notre clientèle pouvait commander d'avance. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Tantôt, je vous mentionnais l'importance de faire en sorte qu'on occupe nos gens en tout temps. Donc, souvent, ce sont des ventes que moi, j'obligeais les gens de commander, par exemple, en début de semaine, avant mercredi. Ça me permettait d'occuper mes gens, puis on livrait les juste avant d'arriver dans nos journées les plus importantes. Donc, on avait développé ce service-là aussi. Depuis la réouverture des salles à manger, on a quand même fait des réajustements un petit peu. Donc, je le mentionnais tantôt, on a fait une évaluation complète de la livraison pour se rendre compte qu'il y avait des journées qui n'étaient pas rentables. Donc, on a coupé les heures de disponibilité de livraison, etc. Mais nous, c'est ce que l'on a mis en application. J'avais aussi la chance, je l'ai mentionné un petit peu au début, j'ai également la chance d'avoir une cuisine de production, une cuisine C1 qui me permettait aussi de vendre nos produits en épicerie. Et j'ai eu la chance de pouvoir introduire certains produits en épicerie. Puis depuis ce temps-là, on est en épicerie, là, pas de façon générale à travers le Québec, mais dans quelques épiceries de mon secteur, ce qui nous a aidé également. Donc, on a vraiment diversifié beaucoup notre offre de services. Donc, on essaie de profiter de chacune des occasions où notre client ou un client potentiel a le goût de consommer quelque chose qui est relié à de la restauration. Puis, il faut parfois se dire, mais la restauration, ça va au-delà de notre salle à manger. Même si c'est pas mal là qu'on a le plus de plaisir comme restaurateur, c'est de se retrouver dans une salle à manger parce que c'est pour ça qu'on fait ça au départ. Mais il faut peut-être quand même pas mettre de côté tout ce qui est possible par la suite, les opportunités. Est-ce que ça répond bien à la question? Donc, j'avais une autre question. On revient aux notions là, dans la structure budgétaire. Donc, j'imagine que c'est le pourcentage, mais je peux demander à la dame de préciser pour le loyer et des frais d'opération ensemble. OK. Donc, je ne veux pas vous étourdir, excusez-moi. Là. Donc, au niveau des loyers, des frais d'occupation, en fait, comme je le mentionnais, les pourcentages qui sont là, c'est à peu près la moyenne de ce que l'on retrouve actuellement dans de la restauration. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration au Québec, c'est toutes sortes de restauration. C'est vraiment tout mélangé. Là. Donc, je ne veux pas qu'on se dise, bien, si j'ai un loyer et des frais d'occupation de 6 % ça veut dire que je suis parfait et tout est correct et je vais faire beaucoup d'argent. C'est une moyenne. Donc, une moyenne, moi, je me plais souvent à dire que la moyenne, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui font beaucoup mieux, il y en a qui font pire. Donc, au niveau des frais d'occupation, le loyer des frais d'occupation est à 6 % Moi, je pense qu'il ne faut pas trop dépasser ce pourcentage-là. Donc, si on veut avoir une structure de frais fixes qui n'est pas trop élevée puis avoir un seuil de rentabilité qui est acceptable, il faut faire attention à cette dépense-là qui est quand même majeure. Donc, je vais juste... Ah oui, donc ça semble répondre à la question. Et on me demande par rapport à ce que vous avez fait dans vos propres établissements, est-ce que les changements ont apporté un retour d'une certaine rentabilité? En fait, ce qui est intéressant, puis ce que je vous mentionnais aussi, c'est que moi, ça m'a permis vraiment de réaliser comment ça coûte cher opérer une salle à manger. Donc, présentement, toutes les ventes qu'on a réussi à bonifier au niveau du pour emporter, de la commande en ligne, etc., ça a eu un effet quand même assez positif dans le sens que c'est une structure de coût qui nécessite moins de personnel, beaucoup moins de personnel. Donc, ça nous a permis quand même d'atteindre un certain niveau
confortables qui vont nous permettre de se relancer par la suite. Nous, on a profité également des différentes subventions qui étaient disponibles. Donc, c'est sûr que dans les prochains mois, puis il faut juste se mettre ça en tête, par exemple, que dans les prochains mois, on travaille avec une structure qui est totalement différente. Et lorsque cette aide-là va terminer, on va revenir dans nos souliers d'avant. Donc, il faut juste voir ça comme une possibilité d'aller se renflouer un petit peu, là. Donc, mais je dirais que, oui, pour vous donner une idée, le comptoir de mets pour emporter, par exemple, a presque doublé ses ventes. On a réussi à les maintenir. Donc, notre perte en salle à manger due au nombre de places assises qui est moindre, bien, est compensée un peu par des ventes qui nécessitent peut-être un peu de moins de main-d'œuvre, excusez-moi. Donc, vous voyez un peu là, que finalement, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Donc, encore une autre précision. Je suis désolée, hein, c'est deux sujets qui reviennent. C'est correct. C'est correct. Donc, on revient là, à nos différents pourcentages de tout à l'heure. Ouais. On me demande, est-ce que les frais d'occupation et les frais d'opération sont la même chose? Frais d'occupation et frais d'opération, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que pour moi, les frais d'opération, ce sont des frais qui servent à opérer l'établissement de restauration. Donc, ils sont en lien avec ce que je produis, donc avec le service que j'offre, etc. Alors que moi, des frais d'occupation, c'est relié essentiellement au fait d'être à cet endroit-là. Donc, le loyer, les taxes municipales, etc., etc. Est-ce que ça répond à votre question? Je vais voir si elle m'envoie un petit thumbs up ou autre. Ça a l'air bien. OK, les gens vont commencer à poser beaucoup de questions. Oui, donc ça a bien répondu avec un gentil merci pour la réponse. Parfait. Donc, peut-être qu'on pourrait passer à l'activité de regarder pour les ateliers post-webinaire. Donc, certainement. Je lance ça à l'instant. Je vais revenir un peu excusez-moi, je vais revenir à là où on est rendu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez le goût de pousser un petit peu plus loin la réflexion, ça va me faire plaisir. Donc, dans le fond, j'ai débloquer des disponibilités le 14, le 15 et le 16 juillet à partir de 14 heures. Donc, il y aura possibilité, s'il y a des gens qui sont intéressés, à participer à ces rencontres-là. OK, donc on a récolté là, les informations nécessaires. Donc, Vincent, peut-être si tu voulais faire le mot de la fin. Excellent. Bien, écoutez, nous allons recontacter là, les gens qui décideraient d'une petite rencontre avec plaisir, ça va nous faire plaisir. Moi, je tiens à vous remercier tous. Merci pour votre indulgence aussi. Là, comme je vous ai mentionné, c'était une première pour moi. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Donc, je vous invite aussi peut-être à participer. Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques webinaires sur d'autres sujets, mais il me semble que oui. Ça ne termine pas avec moi. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est des webinaires qui sont gratuits en plus. Donc, vous avez accès à de l'information intéressante. Donc, je vous invite à le faire. Donc, ce qui est important de bien
bien résumé pour aujourd'hui. Je vous dirais que c'est sûr que comme restaurateur, on a vécu tous une période qui était quand même assez difficile. On voit la réouverture de nos établissements comme étant un défi. Puis c'est vrai que ça va être un défi, mais il faut être capable aussi de voir les opportunités qui se présentent devant nous. Il y en a plusieurs même. Donc, essayez de voir si votre modèle d'affaires ne pourrait pas aller chercher certaines de ces opportunités-là pour pouvoir bonifier votre offre et ressortir peut-être gagnant là, de cette situation-là au bout de la ligne. Je sais que ce n'est pas évident toujours de s'imaginer ça dans le contexte actuel, mais je pense qu'il y a des gens qui vont sortir gagnants de cette période-là. Puis je souhaite que vous fassiez partie de ceux-ci. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est très apprécié. Au plaisir. Donc, que je te relance. Là, c'est encore des petits commentaires de merci là, pendant que les gens, tranquillement, pas vite, mettent fin à leur webinaire. Excellent. Merci à toi aussi. Hein? Ça m'a fait plaisir, ça a bien été. Ouais. Merci pour ton support.